Oui, donc je suis le représentant du Grand Port Maritime de Marseille CGT et de Fluxel. Il a été décidé un arrêt de travail de 72 heures au niveau national par la fédération. Nous avons eu plusieurs échanges dans le cadre de, y compris l'activité des hydrocarbures avec la fédération des industries chimiques et des ports et docs, et nous avons décidé, au-delà de cet arrêt de 72 heures, de, de valider à l'Assemblée générale un arrêt de travail de 8 jours reconductible jusqu'à lundi prochain pour Fluxel. Donc l'ensemble des ports pétroliers sont bloqués jusqu'à lundi et l'ensemble des ports français sont à l'arrêt jusqu'à jeudi soir à l'appel de la fédération. Donc concrètement aujourd'hui par rapport au carburant, parce que c'est quelque chose qu'on commence à entendre revenir dans les médias, comme quoi les grévistes prennent les gens en otage. Quelle est la situation exactement au niveau de la distribution de carburant en France aujourd'hui? Écoutez, dans le département, en tout cas, on a l'ensemble des raffineries qui sont impliquées dans le mouvement à des niveaux différents, mais ce qui est important, c'est effectivement la question des expéditions. Les expéditions, c'est quoi? C'est le ravitaillement des stations de service. Et à partir du moment où on bloque et où les salariés sont en grève et ne permettent pas les expéditions, on se retrouve dans une situation où, dans les prochains jours, voilà, il faut définir peut-être la temporalité, mais on va se retrouver avec des difficultés dans le cadre de l'approvisionnement. Donc, c'est y compris pour cela que Fluxel est rentré dans le mouvement d'action, puisque nous déchargeons également des bateaux de raffinés, que ce soit du gasoil ou de l'essence. Et donc, nous allons rapidement nous retrouver si l'ensemble des dépôts sont dans l'action dans une situation plutôt compliquée dans le cadre de l'approvisionnement des carburants. Alors après, est-ce que c'est une prise d'otage ou est-ce que c'est l'effet peut-être et l'entêtement plutôt du gouvernement? Voilà, moi je dirais que si le gouvernement avait été un peu plus attentif et à l'écoute en tout cas des travailleurs, de tout ce qui se fait dans le pays depuis plusieurs semaines, nous n'en serions pas là. Donc nous endossons notre responsabilité quant à nos mouvements de grève, tout simplement. Et puis voilà, nous sommes dans une démarche qui va bien évidemment entraîner des perturbations, mais que ce soit sur l'ensemble des secteurs d'activité, l'énergie, les transports, les ports, et bien évidemment aussi la question des carburants. Alors on sait que le carburant est quand même un point stratégique au niveau de la lutte aujourd'hui. On sait que le gouvernement a déjà eu recours aux réquisitions lors de la dernière grève des raffineurs. Aujourd'hui, si jamais le gouvernement faisait appel à la réquisition pour contraindre les travailleurs à reprendre le travail et la distribution de carburant, quelle sera la réaction? Je crois qu'aujourd'hui, la première victoire des salariés, c'est effectivement celle de l'opinion publique, qui est totalement en désaccord, en opposition et qui soutient en plus le mouvement national. Donc au-delà de tous les débats qu'on peut avoir au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, je crois que et possible recours au 49.3, aller chercher des réquisitions serait une nouvelle défaite supplémentaire pour le gouvernement dans l'opinion publique et dans l'esprit des travailleurs. On va rappeler que 90% des travailleurs sont opposés à cette réforme, que 70% de la population sont pour le durcissement de l'action. Et au-delà des pourcentages, si on parle en valeur absolue, c'est 47 millions de Français qui sont aujourd'hui en opposition. Donc, quand on parle de démocratie, quand on parle de défense et d'intérêt général, je crois que nous sommes totalement légitimes à engager ces actions, à mener et à faire entendre la voix du peuple, des travailleurs, des citoyens. Et je crois que celles et ceux qui font preuve d'autoritarisme, c'est bien évidemment le gouvernement aujourd'hui qui s'entête et qui va jusqu'à, y compris, annoncer des procédures d'exclusion dans le cadre des parlements pour celles et ceux qui ne suivraient pas les directives. On voit vraiment qu'on est dans une dérive démocratique de la part de l'État qui est dangereuse et qui peut se comparer à celles et ceux qui condamnent dans notre pays, que ce soit dans certains pays de l'Est ou dans d'autres régions du globe. Donc oui, nous sommes aujourd'hui, y compris quelque part, pour la défense et les libertés de penser et faire entendre la voix du peuple. Je crois que le Parlement est élu par le peuple. Je crois qu'il faut le rappeler. Il faudra bien évidemment que
celles et ceux qui auront tendance à basculer et à voter contre, ou pour plutôt, ce projet de loi, s'attendent à devoir rendre des comptes aux travailleurs et puis plus généralement aux citoyens. Qu'il s'agisse du 49.3 ou d'un vote de l'Assemblée favorable à la loi, si jamais la réforme retraite est votée, quelles vont être, toujours pareil, quelles vont être les suites qui vont être données pour lutter contre cette loi antisociale? Moi, je pense qu'on est dans un processus depuis plusieurs semaines où on l'a vu. La question du pouvoir d'achat est fondamentale et centrale. Elle le redevient aujourd'hui au travers des mouvements sociaux qui sont initiés, c'est-à-dire que un certain nombre de salariés perdent effectivement du pouvoir d'achat dans le cadre des grèves. Certainement que le gouvernement avait misé sur cet étranglement un peu au niveau des salaires et cette obligation à devoir peut-être bien juger s'il faut se repositionner dans l'intérêt immédiat du pouvoir d'achat. Vous considérez que la question des retraites était un point majeur. Aujourd'hui, les salariés ont tranché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'ils ne mesurent pas, y compris l'effort qu'ils doivent fournir dans ce cadre-là. Mais je crois qu'on ne balayera pas, je dirais, l'investissement et les convictions des travailleurs au travers d'un article du 49.3 ou d'une démarche à marche forcée du gouvernement pour faire passer cette réforme-là. Il est en train de se passer quelque chose dans ce pays. Il y a eu plusieurs situations ces dernières années, sans citer d'exemple, mais qui ont montré quand même une émergence d'une situation sociale en ébullition. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. On a vraiment des actions un peu coup de poing qui émergent, qui se mettent en place, qui sont structurées, qui sont organisées et qui dépassent y compris quelque part un peu les organisations. Donc on voit qu'il y a une volonté de se dire ça suffit, stop. Et quelles que soient les décisions du gouvernement, ça ne suffira pas. Alors moi j'ai bon espoir que le calendrier de l'État, et je suis convaincu que le calendrier de l'État n'est pas le calendrier des organisations syndicales. En tout cas, ce n'est pas le calendrier des salariés, ce n'est pas le nôtre. Et nous avons d'ores et déjà prévu des initiatives la semaine prochaine. On annonce quelque part une fin d'un certain nombre de choses dans le cadre du débat parlementaire. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à être mobilisés, nous continuerons à nous mobiliser, et puis nous demanderons derrière le retrait de ce gouvernement, de cette loi-là. Et puis au travers du 49.3, il peut se passer beaucoup de choses, y compris l'avenir de ce gouvernement qui est pointé peut-être un peu en pointillé dans les prochains jours au travers des décisions qui seront prises dans le cadre des assemblées. Au niveau de la CGT, quelles seraient les propositions qui pourraient être mises en avant pour résoudre le déficit des retraites que le gouvernement nous annonce? Est-ce que la CGT s'est positionnée aussi, a fait des propositions à ce niveau-là? Premièrement, ça a été dit par le comité d'orientation des retraites qui a basé sa réflexion sur des éléments qui ont été apportés par le gouvernement, qui sont des éléments qui sont déjà erronés, puisque pas de nouvelle embauche au niveau des fonctionnaires, donc toute une série d'éléments qui n'amènent pas à améliorer, entre guillemets, les recettes dans le cadre des retraites. Ça, c'est le premier point. Et ça, je crois que c'est déjà de l'ordre de 2-3 milliards sur quelques années. Aujourd'hui, on voit très bien que de l'argent, il y en a. Il y a d'autres possibilités pour pouvoir financer. On voit que le gouvernement a été ultra tolérant dans le cadre des concessions qu'il a pu accorder aux entreprises, que ce soit le CICE. Et puis on voit aujourd'hui les résultats du CAC 40. Ce sont des chiffres qui sont records, qui sont même pour nous, comment dire, absolument ahurissants. Et ne pas considérer que cet effort-là doit être réparti pour mieux équilibrer le système de retraite, si tant est qu'il soit à un moment donné déficitaire, ce qui n'est absolument pas prouvé pour l'instant. Et on se dit qu'effectivement ce discours et les arguments qui sont portés ne sont pas aujourd'hui entendus et ne sont pas avérés. À cela, je rajouterai simplement une chose, c'est que il y a 10 milliards d'un côté, et puis il y a, grosso modo, je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais plus de 1700 milliards du budget de l'État. Quand on le ramène aujourd'hui à l'effort
que nous pourrions consentir collectivement dans le cadre de cet équilibre-là. Il y a pour nous un non-débat et les choses ne se posent pas, sachant qu'on ne peut pas, il y a quelques années, dans le cadre du Covid, avoir considéré que les travailleurs, les premiers de cordée, je ne sais plus comment les appeler, mais y compris le personnel hospitalier, etc., considéraient qu'ils avaient sauvé quelque part un peu le pays, qu'ils avaient contribué à permettre la continuité des activités. Aujourd'hui, les traiter comme des moins que rien, avec mépris, et considérer que ces gens-là doivent continuer à travailler 2 ans de plus, sachant qu'il y a, malgré tout ce qui est dit, un taux de mortalité dans certaines professions qui est en augmentation, et que, y compris quand on est une secrétaire dans un bureau, et qu'on arrive à 62 ans, déjà, c'est déjà beaucoup trop pour aller travailler, et qu'on a besoin, qu'on a envie parfois de pouvoir profiter des quelques années qui nous restent pour vivre dignement. Concrètement, la grève aujourd'hui pour les grévistes à l'heure actuelle, quel est l'impact sur leur vie? L'impact est important, c'est indéniable, mais il est clair qu'il ne faut pas perdre de vue que toutes les actions et tous les combats que nous menons aujourd'hui vont nous permettre demain de pouvoir avoir des revendications, y compris sur la question du pouvoir d'achat. C'est comme ça que nous nous présentons, il ne faut pas dissocier les choses, et puis même s'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se battre contre la réforme des retraites, et puis c'est un investissement sur le long terme, c'est un investissement sur notre vie. Est-ce qu'on préfère perdre 500, 1000, 1500 euros maintenant, mais espérer vivre un peu mieux, et en tout cas gagner 2 ans de vie en famille, auprès des nôtres, auprès de nos petits-enfants quand nous serons en âge d'être retraités, ou est-ce que nous considérons que ces 1500 euros aujourd'hui sont tellement indispensables qu'il nous faut aujourd'hui les avoir, quoi qu'il en coûte. Oui, il les faut. Certes, ce manque à gagner est important, notamment pour les plus bas salaires, et il ne faut pas le minorer. Mais quoi qu'il en soit, il faut aussi considérer qu'on ira se battre pour chercher du pouvoir d'achat, pour rattraper ces 1500 euros, et pour que dans le cas des mouvements sociaux qui sont menés aujourd'hui, on puisse avoir beaucoup plus demain. Et pourquoi pas avoir des idées et continuer à se battre dans ce cadre-là. Donc concrètement, on ne s'arrête pas à la réforme des retraites? Non, concrètement, je pense que c'est une impulsion, une dynamique nouvelle qui est lancée. Sans vouloir être trop optimiste, mais je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement est en train de bégayer. Il a des difficultés, les élus aussi. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que la liste de celles et ceux qui auront décidé de voter contre cette loi aujourd'hui, demain, sera rendue publique. Et nous ferons en sorte de demander des comptes aussi à ces gens-là, parce qu'ils sont avant tout les représentants du peuple et il faudra qu'ils rendent des comptes. Mais oui, c'est une dynamique où demain, enfin, aujourd'hui et demain, il faudra retrouver un mode de fonctionnement, une démocratie qui soit plus à l'écoute des travailleurs, et puis effectivement des formes de mobilisation qui nous permettront d'atteindre les revendications. Les revendications, on en a sur les organisations de travail, sur les conditions de travail et sur le pouvoir d'achat. Et cette question-là aujourd'hui, avec la question de l'inflation, parce que l'inflation est de plus en plus prégnante aujourd'hui, et même si dans certains endroits on a pu négocier des salaires et des revalorisations assez intéressantes, elle est toujours d'actualité. Nous voyons d'ores et déjà que nous sommes aujourd'hui dépassés par les négociations qu'il y a eu. Donc oui, on ne lâche rien, on continuera à aller revendiquer, sans vouloir faire de comparaison, mais on voit bien qu'à ce stade-là, et cette semaine, je pense, l'incarne beaucoup plus. Le fait de vouloir occuper les entreprises, le fait de mener des opérations, quelles qu'elles soient, différentes. Voilà, il y a quelque chose de différent, sans comparer avec ce qui s'est fait en 68, mais aujourd'hui, il y a quand même une démarche où les travailleurs ont envie d'occuper leur entreprise et de continuer à revendiquer et à poser un cahier de revendications. Je crois que c'est ce qu'il faut faire aussi, parce qu'au-delà des retraites demain, et quel que soit le résultat, il faudra continuer à se battre et à revendiquer. En tout cas, c'est le discours que nous portons auprès des travailleurs que nous représentons. Tu disais tout à l'heure que la grève était largement soutenue, notamment par les actifs et plus généralement par l'ensemble de la population.
On a le sentiment que ce mouvement qui se durcit redonne un petit peu espoir quelque part dans la tête des travailleurs, syndiqués ou pas, sur le fait que la lutte reprend un petit peu bonne forme, on va dire. Pour tous les gens qui ne pensent pas pouvoir se mettre en grève pour des raisons financières ou autres aujourd'hui, ou des gens qui ne savent pas comment se mobiliser et qui sont en dehors des syndicats, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller comme mobilisation à leur niveau? Alors c'est une question un peu large qui fait référence un peu à l'éclatement du salariat et à l'organisation. Le premier élément, c'est qu'on le voit au travers de la CGT, c'est qu'on a une progression spectaculaire du nombre de syndiqués ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience de la part de la population de dire il faut se syndiquer et il faut s'organiser. Quelles que soient les entreprises, quelles que soient les structures, il va falloir du temps. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience où on se rend compte qu'il faut de la solidarité et de la cohérence au niveau et de la convergence au niveau des travailleurs. Donc ça c'est le premier point. Sur la totalité de ce que vous posez comme question, oui, il y a nécessité de se mobiliser, il y a nécessité de progresser, il y a nécessité aussi de réfléchir ensemble et d'avancer collectivement sur des revendications qui seront établies, qui seront bâties et qui permettent aux travailleurs d'avancer, de progresser et de se structurer et d'avoir des reconnaissances. Maintenant sur l'impact financier que ça peut avoir. Voilà, c'est un élément qui reste prégnant, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a aussi la volonté des travailleurs de s'organiser et de continuer à se mobiliser dans ce cadre-là. Merci beaucoup.